Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule. Le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters rouges et bleus. Et cette semaine, il va encore y avoir beaucoup à dire sur le Stade Malherbe. Défaite à Lorient, déculotté en coupe à Montpellier, Ajaccio qui se profile, tout ça dans un mercato morne pour Malherbe. Le Club Malherbe numéro 15 s'annonce intense et ça démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Il est de retour, oui. Quand ça va mal, c'est lui qu'on appelle. Pierre-Charles Bidet. Salut Pierre-Charles. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, maintenant qu'on écoute quand on veut le Club Foot. L'avantage. C'est ça. L'avantage. Donc bonjour ou bonsoir, c'est selon si vous nous écoutez dans la soirée ou en pleine journée. Il va nous dire bonjour, lui, je le sens, parce que je sens qu'il est heureux d'être là aujourd'hui avec nous pour encore une fois débriefer de l'actu du Stade Malherbe. Julien Maillot de SoFoot. Salut Julien. Bonjour tout le monde. Et bonjour à toi Mathieu Billot, marathonien devant l'éternel ce week-end. On va évidemment en reparler dans quelques instants. Salut Mathieu. Salut Sylvain, salut à tous. Bon, avant de se faire mal avec Malherbe, on va se faire un petit peu mal, mais avec Granville en Coupe de France. Granville-Marseille. Il y avait au moins un stade plein au stade d'Ornano vendredi soir, près de 20 000 personnes pour encourager l'équipe manchoise de Granville face à l'Olympique de Marseille. Ça a été trop compliqué. Allez, vite fait, on écoute notre coach, parce que oui, c'est coach Gallon qui est le coach de l'US Granville, celui qui intervient très souvent dans cette émission. Et je peux déjà vous le dire qu'il sera là la semaine prochaine pour débriefer de ce club Malherbe. Et coach Gallon, il était un peu déçu quand même après cette défaite. Je pense qu'on était proche d'un exploit comme on n'a jamais été aussi proche. Il y a 4 ans, on ne pouvait pas réaliser un exploit. Ce soir, je pense qu'il y avait moyen de le réaliser. On a tenu la trajet haute à cette très grande équipe en défendant bien, parce que vous savez que vous êtes obligé de défendre contre cette équipe, mais j'ai trouvé aussi dans l'utilisation du ballon qu'on a donné une très belle image. Prendre des risques contre ce genre d'équipe, c'est beau, mais c'est ce que j'avais souhaité. Et je pense qu'à 11 contre 11, on peut les emmener très loin ce soir. De la fierté pour tous mes joueurs, parce que s'ils ont prouvé ce soir et ce qu'ils ont aux yeux de toute la France, c'est quelque chose de beau et je suis très fier de mes joueurs. Ça fait 10 jours que je suis au-devant de la scène, ça fait 10 jours qu'on parle de moi, ce soir encore devant vous tous, mais sans ces joueurs, on n'est rien. Donc c'est grâce à eux tout ça et je dois les remercier de m'écouter, de respecter ce que je leur demande et d'avoir porté haut et fort les couleurs du l'US Granville ce soir. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Message du coach Gallon, une petite réaction. Mathieu Billot, vous étiez évidemment du côté du stade Michel d'Ornano vendredi soir pour cette défaite 3-0 des Grandvillais. C'était trop haut comme marche pour l'USG. C'était un petit peu trop. Après, Granville a fait son match. Franchement, ils ont fait une bonne prestation. Ça a été quand même en face le deuxième de Ligue 1, qui était venu avec une équipe au complet. Donc non, moi je trouvais qu'ils ont fait leur match. Et comme souvent dans ces matchs-là, bon ça bascule aussi sur pas grand-chose. Il y a un enchaînement de faits de jeu qui font que ça a basculé du mauvais côté pour Granville, mais je pense qu'ils peuvent être fiers, ils le sont d'ailleurs, je pense qu'ils peuvent être fiers d'eux, fiers de leur parcours et fiers du match qu'ils ont fait devant ces 20 000 supporters. Quand le coach Gallon nous dit, Pierre-Charles Binet, que plus qu'il y a 4 ans, il a senti qu'il y avait quelque chose à faire, est-ce qu'on l'a senti aussi, nous, sur le terrain ? Moi, je serais peut-être un peu de l'avis inverse. J'ai trouvé que Granville avait probablement fait on va dire presque le match parfait défensivement jusqu'au but, jusqu'à la 75e minute, en retardant l'échéance avec Balthus qui a fait les arrêts qu'il fallait sur cette rencontre. Mais pour que ce soit le match de coupe parfait, il faut être aussi capable de mettre en danger le gros dans ce type de match. Il faut le faire douter et s'impatienter, mais il faut savoir le mettre en danger. Et j'ai pas senti Granville capable de le faire. Donc il y a 3 buts d'écart, je pense, entre les deux équipes. Peut-être pas sur un quart d'heure. Ouais, peut-être pas sur un quart d'heure. Quoi qu'il en soit, Granville est éliminé. On félicite évidemment l'équipe granvillaise. Il y en a une autre, par contre, que l'on ne félicite pas. Et c'est par ça que l'on va ouvrir, parce que c'est l'actu du Stade Malherbe de Caen. Caen a été fessé à Montpellier en Coupe de France. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Aïe, 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 aïe. Et autant, alors là je ne me prononce pas puisque je n'ai vu qu'un résumé de ce match entre Montpellier et Caen, et pour cause, vous l'avez peut-être suivi sur l'antenne de Tendance Ouest, nous vous avons offert ce match en fil rouge en même temps que la rencontre FC Rouen-SCO d'Angers. Il y en a un parmi nous, un seul, qui a suivi tout ce match parce que c'est presque sacerdotal sa passion pour le Stade Malherbe. C'est Julien Maillot de SoFoot. Julien, c'était comment ce match de Canet-Montpellier ? Non, j'ai même pas regardé jusqu'au bout, vous allez comprendre pourquoi. Non. J'ai regardé l'entame du match qui a été assez prometteuse, et puis quand ça a commencé à partir en vrille, j'ai zappé. Il y avait Liverpool-Manchester au même moment, et tant qu'à faire, mais non, mais c'est pas je sympa, préfère ça. regarder un vrai match de foot plutôt que le Stade Malherbe en ce moment. Bon, vous en avez quand même suffisamment vu dans ce match pour vous faire une idée. C'était comment ? Est-ce qu'il y avait des progrès ? Est-ce qu'il y avait des choses à retenir de positives ? Parce qu'on le rappelle, 5-0, c'est peut-être dur de trouver du positif.
Oui, disons que l'entame, je reviens sur cette entame qui était quand même assez prometteuse, je trouve. On a réussi à apporter du nombre au sein de l'arrière-garde montpelliéraine. On a réussi à se procurer quelques occasions. Il y a 2 tirs notamment qui auraient vraiment pu finir au fond. Et après, il y a une erreur défensive de la part de Yago qui concède un penalty aberrant à mes yeux. Je ne comprends pas comment on peut concéder un tel penalty quand on est un défenseur de métier avec autant d'apparitions en Ligue 1. Et quand on fait des erreurs telles que celle-là, ça en dit tellement long sur ce qu'est le Stade Malherbe aujourd'hui. Ça en dit tellement long sur nos manques en fait pour réussir à être régulier et à prendre des points et à faire des résultats. Voilà. Enfin, quand on a vu ça, on avait à peu près tout vu. Après, ça s'est enchaîné. Il y a des pénaltys, des cartons rouges. Globalement, on a vu ce qu'on voit du Stade Malherbe depuis beaucoup trop longtemps maintenant. Bon, c'est un vrai problème parce que ça fait 5-0, parce que je me rappelle de pas mal d'entraîneurs qui sont passés par le Stade Malherbe de Caen ou dans les coursives de Dornano, gagnants ou perdants, qui ont toujours et unanimement dit qu'une volée, ça fait toujours mal, qu'elle soit concédée en match amical, en coupe ou en championnat. Là, c'en est une vraie. Même face à une équipe supérieure hiérarchiquement pour les Canets, va falloir s'en remettre. Et en tout cas, il y en avait un qui était particulièrement amer, voire même un peu tendu à la fin de ce match. Vous l'imaginez bien, c'est Pascal Duprat. On l'écoute et on débrief. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, voilà. Toute une boîte de vitesse en fait, boîte auto. Comment faire pour se couper un bras alors qu'on est en pleine force de l'âge? C'est totalement la responsabilité du coach que je suis. Donc, moi, je suis quelqu'un qui assume, donc je vais assumer véritablement. Mon objectif, c'est d'en terminer avec les erreurs de casting. Malheureusement, des cadeaux, on en fait autant que nos progrès. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Pierre-Charles Binet, réaction. C'est quand même le seul mec qui roule en Fiat Punto avec une boîte auto, mais C'est méchant, Mathieu Billot, foot normand, rattrapez-moi ça tout de suite. Pascal Duprat, il souligne les cadeaux que fait son effectif et son groupe à l'adversaire sur ce match-là, mais c'était déjà le cas la semaine d'avant contre Lorient, et c'est aussi souvent le cas sur des matchs précédents. Moi là où je suis pas d'accord avec lui, c'est quand il dit on fait autant de cadeaux que de progrès. Il n'y a pas de progrès sur les 2 derniers matchs. Non, aucun. Il n'y a pas de progrès. Je suis d'accord et pas d'accord. Que ce soit sur le match de Lorient ou que ce soit sur le match de Montpellier, il y a 20 minutes qui sont intéressantes. Le problème après, c'est qu'un match, ça dure pas 20 minutes, ça dure 90. Mais ces 20 minutes sont intéressantes. Les 20 minutes, moi, que j'ai vues à Lorient, je les avais pas vues de la part du Stade Malherbe depuis quand même un petit moment. Nous sommes d'accord avec ça. Mais le problème, c'est qu'au bout du compte, et en matière de football, surtout à ces niveaux, on juge sur quoi ? Le résultat. Et le résultat, il est pas bon. Et le résultat, surtout, il est lié, en fait, c'est qu'en fait, vous donnez la victoire à votre adversaire. C'est pas l'adversaire qui vient la chercher, c'est que vous lui donnez. Et c'est ça qui est d'autant plus frustrant. Si vous prenez 5-0 par Montpellier, parce que Montpellier au-dessus, quand il n'y a pas de souci, mais ils dominent. Mais c'est que là, en fait, ils ont même pas besoin de forcer. D'ailleurs, ce que j'en ai compris du match de dimanche, c'est que Montpellier était pas si bien que ça dans l'entame. Ils étaient gênés par le Stade Malherbe. Il y a une frappe de Jeannot, il y a une frappe sur le poteau. Julien Mailleux, c'est vrai ça, pour ne pas interrompre tout à fait Mathieu Billot du foot normand, mais c'est vrai ça, le Stade Malherbe était vraiment bien dans le début de match à Montpellier? Oui, vraiment très bien. Les 20 premières minutes ont été vraiment de très bonne qualité. Mathieu, les progrès, c'est cependant pas suffisant, comme vous l'avez stipulé tout à l'heure. Non, mais c'était pour rebondir sur ce que vous disiez. Vous disiez il y a autant de cadeaux que de progrès. Je trouve que ces 2 séquences de 20 minutes sont intéressantes. Maintenant, le problème, c'est que ça suffit pas. Et c'est que derrière, vous faites des cadeaux et qu'à la moindre contrariété, parce que perdre 1-0 à Montpellier, le match, il est pas terminé. C'est même si vous faites une erreur terrible sur le penalty, vous avez derrière encore quasiment 1 heure pour revenir dans le match. C'est que derrière, le problème, c'est que ça s'écroule parce que l'équipe, elle a pas de confiance, elle a plus de confiance, elle est fébrile. Ça c'est mental, Pierre-Charles Binet. On a quand même l'impression que le vestiaire est un peu à l'envers, mais peut-être pas que de cette année, malheureusement. C'était déjà un peu le cas l'année dernière où on pouvait réussir à tenir parfois des scores une bonne partie de la première mi-temps au moins, et puis une fois le premier but arrivé ou une fois le premier accro, un but refusé pour nous pour hors-jeu, on sentait que ça commençait à flancher. On a l'impression que n'importe quel joueur de cette équipe ou qui pourrait arriver, on parlera peut-être du mercato tout à l'heure, sera à l'envers aussi. C'est vrai, ça vous constatez ça, messieurs aussi, Mathieu Billot et Julien Mailleux, celui qui veut?
Je sais, le vestiaire à l'envers, je sais pas trop ce que ça signifie. Après, Manque de confiance, grosso modo, c'est ça. Manque de confiance, manque de confiance. À faire face à l'adversité quand il y en a une, quoi. Voilà, mais maintenant la saison elle a commencé depuis 7 mois. Ça fait 7 mois que vous avez pas les résultats escomptés. La confiance c'est quelque chose qui s'acquiert aussi au fur et à mesure, et l'absence de confiance forcément ça va aussi dans le sens inverse. Donc voilà, aujourd'hui il faut qu'il y ait des matchs qui tournent un peu plus en faveur du Stade Malherbe. Mais encore, c'est toujours pareil. Encore une fois, là on parle de 2 matchs. Donc Montpellier doit être 6e de Ligue 1, donc c'est forcément bien au-dessus. Alors de là s'en prendre 5, c'est un autre débat. Lorient c'est pas partie des 2-3 favoris pour monter en Ligue 1, c'est bien au-dessus de Malherbe. C'est pas des équipes qui sont du niveau de Malherbe de cette année. Moi je dis ça quasiment à chaque fois que j'interviens dans l'émission. Voilà, la place de Malherbe cette année c'est autour de la 10e. Et vous êtes en train de me dire quoi là? Il est en train de me tendre la perche pour le prochain sujet. Alors, c'est 10e ou c'est le top 5 la place de Malherbe? On voit ça. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Fin de la chimère, messieurs. Fin de cette chimère du top 5. Là, c'est définitivement terminé ou on attend encore vendredi, Julien Mailleux? Ouais, je pense que maintenant on a tous compris que ça allait être très très compliqué. On en avait parlé d'ailleurs juste avant Noël en se disant que Pascal Duprat avait à peu près réussi son entame au Stade Malherbe en redressant une équipe qui était vraiment dans un trou noir assez absolu. Il a fait un tout petit peu revivre cette équipe avec une belle série sans défaite. Et du coup, on avait dit que ces premiers matchs de 2020 seraient absolument capitaux pour savoir où on en était et si on avait fait vraiment des progrès. Force est de constater que pour l'instant, on n'a pas vu de progrès et on s'est fait complètement anéantir face à 2 équipes. Alors certes, Mathieu a raison, qui ne sont pas de notre niveau, mais même sans concéder, même sans espérer 2 victoires, au moins j'aurais aimé voir quelques progrès dans le jeu, dans l'état d'esprit, bref, quoi que ce soit. Et personnellement, moi, alors oui, il y a eu 20 minutes qui étaient de qualité, mais j'ai rien vu en fait de reproductible. Une équipe qui va mieux, une équipe qui est capable de viser haut, c'est une équipe qui est capable de produire des choses reproductibles. C'est-à-dire d'un match à l'autre, on est capable de refaire les mêmes choses, de remontrer les mêmes qualités. Or, il n'y a absolument rien cette année à Caen qu'on est capable de continuer de poursuivre d'un match à l'autre, offensivement comme défensivement. D'accord avec cette analyse, messieurs, Pierre-Charles Binet, Mathieu Billot? Oui, plutôt d'accord avec Julien. Après, la question de ce fameux top 5 dans les actes ou dans les paroles, est-ce qu'il y avait que Pascal Duprat qui y croyait? Le club foot de la semaine dernière avec Fabrice Clément, il n'a pas été franc de collier pour dire qu'il pensait à ce top 5. C'est la première fois où il dit quand même faut arrêter de poursuivre cet objectif tout de suite. Voilà. Et là, on a quand même senti dès la semaine dernière après Lorient qu'il y avait un premier mouvement d'enclencher. Là aujourd'hui, c'est pour ça que je posais la question. Et Mathieu Billot, je reviens vers vous, mais est-ce qu'on attend encore vendredi pour le match contre Ajaccio? Non, mais enfin, je pense que de toute façon le top 5 et Pascal Duprat l'a reconnu avant le match de Lorient. C'est aussi un élément de langage qui est utilisé devant les médias pour le grand public. Parce que peut-être que politiquement c'est compliqué, que ce soit pour le coach, le président ou le dirigeant, d'arriver en début de saison et de dire Malherbe cette année ça sera 12e. On en est là, messieurs, clairement, vous l'avez tous entendu, l'interview de Fabrice Clément, il est obligé toujours de ménager la chèvre et le chou. Et je pense que Pascal Duprat, il est aussi un peu dans le même état d'esprit au niveau de son discours. Donc voilà. Mais est-ce qu'on ne gagnerait pas à être un peu plus honnête du côté de Pascal Duprat, notamment parce qu'il a élevé le niveau, le ton, l'ambition à son arrivée? Là, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, le Stade Malherbe est toujours à 4 points de la zone de relégation. Ce qui va peut-être devenir inquiétant aussi, c'est en cette période de mercato justement, où là les joueurs vont peut-être se rendre compte que le top 5 c'est plié ou presque, le coach n'y croit plus ou n'a plus cet objectif-là, le président non plus. J'ai peur à ce qu'il y ait un petit phénomène chez certains de courage fuyant. Qui va fuir? Qui va partir? Et où? Dans quel club? Aucun, zéro. Voilà Mathieu, mais poursuivez Mathieu, en fait on n'est pas capable aujourd'hui de vendre ou de prêter un joueur. Quel joueur du Stade Malherbe a une valeur sur le marché des transferts? Il y en a un réellement, il s'appelle Jesse Deminguet. Je pense qu'il finira la saison et il partira la saison prochaine certainement, pour des raisons. Sinon vous avez 2-3 jeunes qui sont peut-être intéressants comme Nicolas Giochini et peut-être le petit Alexis Beka, mais sinon les autres joueurs de l'effectif avec ce qu'ils montrent depuis le début de saison,
Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de clubs qui vont s'intéresser à eux? Non, on en est là. pas du tout. Voilà, mais on en est là. Mais bien sûr qu'on en est là. Mais bien sûr qu'on en est là, Donc messieurs. l'intérêt de tous ces joueurs, c'est qu'ils élèvent leur niveau individuel pour élever le niveau collectif de l'équipe et qu'avec le Stade Malherbe, ils se relèvent. Mais c'est pas en partant qu'ils vont résoudre le problème. Ça n'empêche qu'on va quand même aborder un petit point mercato à l'instant même. Le club foot sur Tendance Ouest. Pourquoi le mercato? Parce qu'il reste 10 jours dans ce mercato hivernal que l'on avait escompté du côté de la direction technique et administrative du Stade Malherbe de Caen, à peu près entre une demi-douzaine et 8 départs dans ce mercato en prêt notamment. On est à 2 aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont partir? Pierre-Charles, Mathieu, Julien, à vous. Moi, je Qui suis pour pas. dire Ouais, voilà. Puis on n'est pas, nous en tout cas, on n'est pas dans les arcanes, peut-être moins que Mathieu en tout cas, qui est peut-être plus souvent. Mathieu Billot, venez au secours de nos deux larrons. proche du club. Non, mais au niveau des départs, éventuellement, on peut imaginer que, à l'image de Younzari, il y a encore des prêts qui soient possibles pour des jeunes joueurs du profil d'Evan Joseph et du profil peut-être d'Herman Moussaki. Maintenant, il faut encore que ces joueurs acceptent les éventuelles propositions qui leur sont faites. Par exemple, un garçon comme Younzari, quel que soit ce qui va se passer dans les 5 prochains mois avec Pau, il a le courage de redescendre en National 1 et il a le courage de sortir de sa zone de confort. Quoi qu'il se passe, il aura au moins il était bâché, Youn. Il a fait preuve d'une vraie clairvoyance par contre. J'en connais d'autres qui sont bâchés, qui préfèrent rester à la cave à Malherbe. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi on en arrive là? Donc non, faut saluer quand un garçon prend le. C'est pour ça, mais on le salue tous, évident, Mathieu. On le salue tous parce qu'il a été clairvoyant, parce qu'il s'est dit, moi je veux jouer au foot. Et puis il a bien fait. Et peut-être que les 5 mois, il va faire 5 mois titulaire avec l'équipe de Pau, qui en plus fait une belle saison, qui va revenir avec un bagage footballistique bien plus important, qui lui permettra l'année prochaine de postuler à une place de titulaire au Stade Malherbe. Une question pour terminer cette partie mercato, parce que notre partie mercato est aussi courte que le mercato canet finalement. Qui pourra arriver? Alors moi je vais prendre la parole. À Vas-y. quoi bon recruter en fait? À quoi bon recruter, puisque de toute façon on a tous dit à peu près que c'était cramé pour jouer les 5 premières places. À mon avis, l'impératif, il est même pas de se préparer pour les quelques mois qui restent à jouer dans cette saison. Il va plutôt être d'aller voir un peu plus loin. Et dans cette optique-là, à mon avis, il y a 2 priorités. La première, ça va être de se débarrasser des gros contrats toxiques qui sont arrivés, qu'on a au club. Alors je pense à Onyangé, mais je pense également à certains joueurs arrivés l'été dernier qui ne sont pas du tout à la hauteur des promesses qu'on avait placées en eux. Et l'autre priorité, ça va être de développer des jeunes. Et tant qu'à faire, plutôt que de recruter des joueurs pour poursuivre un objectif qui n'est plus atteignable, autant donner du temps de jeu à des BKBK, des Joaquini, alors qui a déjà du temps de jeu, à d'autres joueurs comme ça, de jeunes de l'effectif, pour qu'ils soient plus capables de se montrer et de faire la différence l'année prochaine. Alors loin de moi l'idée de prôner le recrutement pour le recrutement, mais est-ce que l'effectif qu'on a à l'heure actuelle, dans la dynamique qu'on a à l'heure actuelle après la volée qu'on vient de prendre à Montpellier, est capable aussi de nous assurer notre pérennité en Ligue 2 l'année prochaine? Je pense que oui. Oui. Va pas Vous falloir tournez se quand même plan- entre la 10e et la 19e journée, Ouais. vous tournez à 1,5 points de moyenne. Ça suffit. Ça Contre suffit des largement. équipes, ça vous place normalement, si vous maintenez un rythme comme ça sur 38 journées, vous êtes 8-9e. Ouais, Donc, j'allais dire 12 dans le pire des cas, ouais, c'est ça. Ouais, j'avais c'est fait ça. les calculs, je pense qu'on peut faire une première partie de tableau. Donc oui, cet effectif-là est largement capable d'assurer le maintien. C'est Il juste- sera peut-être pas capable de se mêler à la place pour le top 5, mais le maintien, il en est largement capable. C'est juste que par rapport à la série qui arrive, elle va peut-être aussi coûter cher si on laisse trop de plumes dans cette série-là qui arrive. Justement, la série qui arrive. Et les mecs, ils sont tellement forts, ils me font toutes mes transitions. Le club foot sur Tendance Ouest. C'est ça de bosser avec des grands joueurs. Le truc, messieurs, c'est d'arriver à vendredi, c'est d'arriver face à Ajaccio. Ajaccio qui est une top équipe cette année de Ligue 2, comme Lorient la semaine passée. Sauf que cette fois, c'est à Dornano. Sauf que cette fois, c'est une semaine après avoir pris une décoction du côté de Montpellier en Coupe de France et lire de Pascal Duprat. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce match? On va dire que Ajaccio est une des rares équipes qu'on a réussi à battre lors de la phase aller. Alors, c'était pas tout à fait mérité, mais au moins on a réussi à les battre. Par contre, c'est clairement une équipe qui est dans une dynamique très différente de la nôtre. Alors, ils ont concédé 2 défaites récemment en championnat, mais contre justement des top clubs, Troyes et Lens. Mais en dehors de ça, c'est une équipe qui fait preuve de tout ce dont nous on fait pas preuve, c'est-à-dire beaucoup de régularité. Et pour le coup,
C'est une équipe qui est capable de jouer, qui connaît ses qualités en fait, et qui est capable de jouer, de reproduire les mêmes choses d'un match à l'autre. C'est une équipe qui se connaît, c'est une équipe qui connaît on va dire ses points forts, et qui est capable de jouer dessus. Quand c'est une pièce qu'on lance en l'air, on ne sait pas du tout de quel côté elle va tomber. Donc c'est très compliqué de savoir si on va pouvoir leur poser des problèmes ou si, comme contre Lorient, on va se retrouver pris de court et sans imagination offensive. Mathieu Biot, votre avis? Sans imagination, pris de court, ou alors est-ce qu'on va réagir? Je pense que le Stade Malherbe est capable de faire un bon match contre l'AC Ajaccio. Voilà. Figurez-vous Lorient, que je suis de votre avis, Mathieu. Contre Lorient déjà, vous avez perdu, vous avez été dominé, mais vous n'avez pas pris 5 comme à Montpellier. Il y a pas, faut pas non plus croire qu'il y avait non plus un gouffre abyssal à la fin. Il y a 2-3 situations que Malherbe dans le match contre Lorient, c'est exact. Ils peuvent gratter un nul. Je me rappelle d'une double tête là que ça aurait pu avec un peu plus de succès. Donc oui, à domicile, moi je crois que contre l'AC Ajaccio, ils peuvent rivaliser, même si l'AC Ajaccio, c'est une très très belle équipe de Ligue 2, assez surprenante, mais c'est vraiment un bel adversaire. Le mot de la fin pour vous, Pierre Charles. Le vrai souci, je pense, et au-delà de ce match d'Ajaccio, je reste un peu moi plutôt en perspective sur la série qui arrive, c'est que le manque de régularité dont parle Julien depuis le début de l'émission, il fait qu'aujourd'hui, que ce soit Ajaccio, Chambly, Niort, Le Havre et Troyes qui vont arriver dans les 5 prochains matchs, on est incapable de savoir contre qui on est capable de se mesurer, et peut-être Chambly et Niort, on espère pouvoir faire un coup, mais les 3 autres, les 3 gros, on se dit que bon, c'est pas forcément gagné quoi. Et vous savez quoi? Ça tombe bien parce qu'on sera là pour en discuter la semaine prochaine de ce Ajaccio, Stade Malherbe de Caen, au Stade Michel Dornano. Rendez-vous vendredi soir à 20h. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de Tendance Ouest et sur tous les podcasts de la maison. Salut! Podcast by Tendance Ouest.